Je pense qu'on a toutes un peu vécu des situations un peu compliquées en tant que femme, mais c'est vrai que j'ai cette malchance, entre guillemets, moi, d'avoir eu une relation compliquée avec un garçon. Au début, c'était l'amour fou et ensuite, je me suis rendu compte il n'était pas du tout comme il prétendait être. Et je suis complètement tombée dans une relation où j'étais sous emprise et du coup, j'ai vécu des violences de sa part. Alors le déclic, c'est compliqué parce qu'on a toujours l'impression que à la première gifle, il faudrait partir, mais ça se passe pas comme ça en fait dans la réalité. Moi par exemple, il n'y a jamais eu de gifle, donc c'est compliqué de partir au moment où il y a une gifle quand il n'y a pas de gifle. C'est important de se rendre compte que la violence, ça commence par des petites choses et pas uniquement par une agression physique. Et c'est plein de petites choses qui font qu'à un moment donné, la personne se permet d'aller de plus en plus loin. En fait, on regroupe les violences conjugales en plusieurs catégories. En fait, il n'y a pas que la violence physique, c'est une des facettes de la violence conjugale, mais il y a également la violence économique. Moi, c'est surtout ça aussi que j'ai vécu, de l'emprise psychologique, de la violence sexuelle. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Par exemple, la première chose que moi j'ai vécue, on était tranquillement assis dans un canapé, en train de discuter. Il était en train de fumer, je ne fume pas. À un moment donné, en fait, je me lève pour aller chercher quelque chose et je viens me réinstaller dans le canapé et je renverse le cendrier. Vraiment sans faire exprès. Ça l'énerve parce que j'ai sali le canapé. Il attrape le cendrier, il le balance contre le mur. Donc forcément, ça met des cendres dans toute la pièce et il me dit « maintenant ramasse ». Ça, c'est une des premières choses que j'ai vécues au tout début de notre relation. J'ai ramassé. C'est ça en fait, le matin tout va bien, on passe une journée super cool et en fait d'un coup ce genre d'événement arrive et c'est ça en fait qui a été le plus compliqué, c'est j'avais l'impression de marcher sur des œufs chaque jour. Il y a des jours où tout se passait bien, des jours où ça se passait super mal et parfois on switchait d'une phase à l'autre en quelques secondes. C'est tellement euh, incroyable, extraordinaire, dans le mauvais sens du terme, mais extraordinaire, qu'on ne comprend pas. Et en fait, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe et on agit sur le moment sans même réaliser ce qui se passe réellement. Et ça, c'est un premier exemple, mais des exemples comme ça, il y en a eu plusieurs. Par exemple, un jour, il décide d'aller dans le Carré. Moi, j'y vais pas parce que le lendemain, on déménageait. Donc, toute la famille venait pour nous aider à déménager. Donc, je voulais pas sortir et être complètement crevée pour le déménagement. Lui a voulu sortir, donc il est parti avec ses amis. Et à 6h du matin, il est rentré. Et bon, évidemment, la maison était emballée dans des cartons vu qu'on déménageait le lendemain. En fait, il me réveille. Donc, il est 6h du matin, je dors. Il me réveille, il me dit « Où sont mes clopes ? Où sont mes clopes ?» Et je suis incapable de lui dire où sont ses clopes vu que tout est dans des cartons. Et il m'attrape par le pyjama, il me tape sur le palier et il ferme la porte à clé. Et je me retrouve pieds nus en pyjama sur le palier de notre appartement. Et quelques heures plus tard, on a toute la famille et les amis qui débarquent pour organiser le déménagement. Et j'ai poireauté comme ça, à pas savoir ce que je devais faire sur ce palier pendant plusieurs dizaines de minutes. Je pense que ça a duré peut-être une demi-heure. Mais pendant une demi-heure, tu as le temps de te dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars de là, mais je suis à pieds nus, j'ai pas mes clés de voiture, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien en fait, je suis bloquée là en pyjama pieds nus et en fait la seule personne qui peut débloquer cette situation c'est lui. Et c'est à chaque fois ce qu'il a tenté de faire, c'est lui en fait qui avait la main sur toute la situation, c'est lui qui pouvait débloquer la situation et moi je ne pouvais que subir en fait. Et il a tenté ce genre de choses très souvent. Pour parler d'un autre type d'emprise et de violence, on parlait des violences financières. Donc moi, quand je l'ai rencontré, j'avais un emploi, j'avais ma vie, quoi. Des violences psychologiques, il a beaucoup répété que je ne savais rien faire, que mes études ne servaient à rien, que j'avais pas d'expérience, que j'étais nulle. Jusqu'à un moment donné où j'ai arrêté mon emploi, j'ai arrêté toutes mes activités pour devenir sa secrétaire, parce qu'il était médecin généraliste, donc je suis devenue sa secrétaire, en me disant que je n'étais capable que de ça, et en même temps en me répétant que j'étais nulle en tant que secrétaire. Et c'était lui mon employeur et donc c'était à lui à me donner mon salaire et il ne me donnait pas mon salaire. Donc sur mon compte bancaire, j'avais pas un euro. Alors oui, à chaque fois qu'on allait faire des courses, c'était avec sa carte qu'on prenait, mais ça voulait dire que
si je voulais me sortir de là, j'avais pas 1 euro sur mon compte bancaire, quoi. Donc, encore une fois, d'essayer d'avoir la main totale, en fait, sur moi et ma personne. Bah, j'en ai eu plusieurs et je pense que c'est justement parce qu'on en a plusieurs qu'à un moment donné, on est capable de partir de là. Ça se fait pas en un seul déclic. Déjà, le premier déclic, c'est que sa mère, sa propre mère, m'avait prévenue de faire attention, sans mettre des mots sur ce que c'était réellement, mais sa propre mère m'a dit « fais gaffe, fais attention, garde des preuves ». Et cette phrase, elle est restée dans ma tête. À chaque événement que je vivais, je me disais « je ne sais pas pourquoi, mais… » je dois garder des preuves. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à envoyer des photos à des copines sans dire réellement ce que j'étais en train de vivre. Et je disais pas il m'a frappé, mais par contre, je disais ah, je me suis cognée contre une armoire, regarde ce que j'ai. Mais au moins, le fait d'envoyer les photos me permettait de me dire les photos existent et elles sont là. Parce qu'il avait tendance aussi à casser souvent mes affaires, et notamment mon téléphone portable. Et donc, envoyer des photos, ça voulait dire aussi que ces photos, elles étaient quand même quelque part, même si mon téléphone se cassait, je pouvais récupérer ces photos. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup servi par la suite, pour le procès évidemment. On est partis vivre à l'étranger ensemble et je me suis retrouvée encore plus sous emprise. Je ne connaissais que lui là-bas. C'était lui mon compagnon, mon médecin, mon employeur et mon seul ami sur place. Donc à ce moment-là, évidemment, les violences se sont décuplées. Il y a eu 2 événements particuliers. Le premier, c'est qu'un matin, en fait, je sais même plus pourquoi, mais je sors de la douche et il m'a frappé plusieurs fois en sortant de la douche. J'ai hurlé évidemment et on était dans une maison mitoyenne et les voisins ont entendu en fait les coups et mes cris. Les voisins ont tenté de savoir ce qui se passait en essayant de me contacter, etc. Donc le fait déjà que les voisins aient entendu quelque chose, c'était la première fois que quelqu'un d'extérieur savait ce qui se passait. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore osé porter plainte. C'est vraiment venu en deuxième temps, où là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a séquestrée en fait pendant plusieurs heures et je ne pouvais plus rien faire, je pouvais plus sortir, j'avais plus de téléphone, j'étais coincée dans une maison. Et à ce moment-là, je me suis sentie forcée de faire quelque chose pour me sortir de là. Et le faire quelque chose s'est transformé en me faire du mal. Vu qu'il était médecin généraliste, je me suis dit peut-être que la santé va être l'élément déclencheur où il va se rendre compte qu'il est allé trop loin. Et donc, je me suis fait du mal pour le conscientiser que là, on en était à un stade vraiment trop grave, ce qui n'a pas du tout fait réaliser les choses en fait. Mais grâce à une diversion, j'ai su sortir de là. Donc je me suis retrouvée en tongs dans la rue. J'ai juste pu prendre des clés de voiture et je me suis dirigée au commissariat de police le plus proche. Mais j'étais évidemment blessée et donc je me suis effondrée devant le commissariat et c'est eux qui ont appelé l'ambulance. Et c'est suite à cet événement, donc on m'a emmenée à l'hôpital. J'ai passé une nuit entière à l'hôpital et en sortant de là, en fait, on n'a pas vraiment voulu me laisser sortir en me disant que j'avais vécu quelque chose de vraiment grave et qu'il fallait pas que je laisse passer ce genre d'événement. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que je me suis dit que là, on est arrivé à un stade beaucoup trop grave en fait. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que suite à cet événement, j'étais tellement persuadée que j'étais la seule à avoir vécu ça avec lui. Pendant 3 ans, plus de 3 ans, je me suis dit j'ai vécu ça, mais il n'arrête pas de me répéter que c'est à cause de moi, que je suis la seule, qu'il n'était pas comme ça avec ses autres ex. Et donc, j'étais persuadée que le problème venait de moi. Et suite à cet événement, j'ai voulu entrer en contact avec ses ex pour savoir si réellement ce que je vivais, moi, c'était quelque chose, est-ce que c'était moi toute seule en fait ou si c'était vraiment lui le problème. Et en fait j'ai contacté plusieurs de ses ex que je connaissais pas du tout mais qu'ils m'en avaient déjà parlé, donc je connaissais juste leur nom et leur prénom, c'est tout. Et en les cherchant sur les réseaux sociaux, je les ai trouvés, je les ai contactés et à partir du moment où je les ai eues au téléphone et elles m'ont toutes confirmé qu'elles avaient également vécu les mêmes genres d'événements, là je me suis dit en fait je veux pas que la chaîne elle continue, je veux vraiment qu'elle s'arrête. Si je veux qu'elle s'arrête, c'est pas juste en le quittant parce que les autres l'avaient juste quitté et pourtant ça avait continué. Et c'est vraiment ça qui m'a encouragée à porter plainte en me disant je veux casser cette chaîne.
tout un parcours en fait de judiciaire, c'est compliqué. La parole n'est pas vraiment prise en compte. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que le commissariat où je m'étais rendue connaissait beaucoup trop bien mon ex-compagnon pour m'écouter. J'ai appelé la ligne verte en fait SOS Violence qui m'a conseillé un commissariat en particulier où je pouvais aller porter plainte de manière bienveillante. Et en fait, ils m'ont vraiment organisé un parcours incroyable parce que j'ai d'abord eu un rendez-vous avec un psychologue. 1 heure après, j'avais le rendez-vous avec la policière pour prendre ma plainte qui était spécialisée en mœurs. Et ensuite, j'avais un rendez-vous directement au service d'aide juridique pour pouvoir obtenir un avocat gratuit. Donc, j'ai vraiment été pris en charge toute la journée. Et heureusement que j'avais cet encadrement parce que ça m'a permis de pas trop réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Ça m'a permis de tout faire d'un coup. Et je pense que 2 jours plus tard, j'avais un rendez-vous pour voir un médecin légiste pour constater les coups, qui lui a déterminé que j'avais une incapacité de travail de plus d'1 jour et donc c'était considéré comme un fait grave. Et donc, il y allait avoir une suite à ma plainte. Mais à partir de là, en fait, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que rien ne bouge et que c'est à nous presque à devoir faire le boulot de la police, qui a été le cas en fait. Parce que moi j'ai porté plainte en juillet et on m'a directement annoncé que sa garde à vue serait en septembre. Donc entre juillet et septembre, rien n'allait se passer. Il allait continuer à vivre comme si de rien n'était. Et moi je devais changer toute ma vie en n'étant pas du tout en sécurité sur ma situation. J'avais qu'une peur, c'est qu'il apprenne que j'ai porté plainte et que j'avais contacté ses ex et donc j'étais vraiment en panique et je voulais quitter l'île au plus vite. Mais lui n'avait pas du tout conscience que j'avais porté plainte, donc ça a été vraiment très compliqué. J'ai essayé de tout faire pour que cette information ne sorte pas et n'arrive pas jusqu'à lui, tout en continuant à préparer le procès et trouver un maximum de preuves à mon histoire. Je suis vraiment très contente d'avoir fait, c'est que j'ai dû demander aux gens d'écrire des témoignages sur ce qu'ils ont soit vécu avec lui, soit ce qu'ils ont vu de notre relation, que ce soit mes voisins, que ce soit ma famille, mes amis, mais même de son côté à lui. J'ai même réussi à avoir un témoignage de son propre frère, de ses ex aussi forcément. Donc c'est aussi grâce à tous ces témoignages que mon dossier a pris beaucoup plus d'ampleur. Au procès, ce qui s'est passé, donc le procès a eu lieu 8 mois plus tard. Il a eu sa garde à vue pendant 24 heures, il a complètement tout nié en bloc, il m'a fait passer pour la folle qui inventait toute cette histoire. Et au procès, il a gardé le même discours et donc il s'est fait un peu tabasser entre guillemets par la juge et l'avocate en lui disant « Mais monsieur, votre histoire ne tient vraiment pas debout quand on voit toutes les captures d'écran des messages que vous lui avez envoyés. J'avais même des enregistrements audio, j'avais des constats de coups de médecins, j'avais des photos, j'avais des témoignages de ses ex, de son propre frère, du voisin. Enfin, j'avais énormément d'éléments et c'est ce qui m'a aidé du coup à gagner le premier procès. Le premier procès, il a pris 6 mois de prison avec sursis, plusieurs milliers d'euros d'amende, surtout pour rembourser mes frais en fait d'avocat, d'ambulance que j'avais du coup eu, les frais de psychologue, etc. C'est plutôt ce genre de choses. Maintenant, quand on parle plusieurs milliers d'euros, on est plus sur 2 000 euros que sur 15 000, ce que les gens ont plutôt tendance à penser. J'ai pas eu une somme incroyable. Ça n'a permis en fait que rembourser mes frais. Mais alors évidemment, il a fait appel de la décision, il n'était pas content, donc il a fait appel. Le procès a eu lieu presque 1 an plus tard et donc ça a été compliqué aussi de se dire en fait l'histoire n'est pas finie, ça recommence, je dois encore affronter un procès supplémentaire. Tout ça pour au final rien du tout parce que en 1 an il a changé 4 fois d'avocat, les 4 avocats lui ont tous répété qu'il ne devait pas aller en appel. Finalement, il s'est présenté au procès en disant « Je fais marche arrière et je ne souhaite plus faire appel ». On est allé jusque-là pour rien du tout. Donc, ils ont maintenu la peine qui avait été prononcée au premier procès. Et il y a quelques éléments en plus qui ont été rajoutés, notamment le fait qu'il n'a pas le droit de porter une arme à feu. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec moi. Une obligation de soins concernant les violences, mais également concernant ses problèmes d'alcool. C'est un élément positif, entre guillemets, en me disant que mon objectif, c'était de casser la chaîne et peut-être qu'en allant se faire soigner, ça allait permettre justement de casser la chaîne. Donc c'est le seul gros point positif de ce procès.